Alors, djihadisation, infiltration, occupation, territoire perdu, guérilla ou déjà guerre, on en parle. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et on en parle avec l'invité d'André Berkoff. On accueille tout de suite Laurent Oberton, auteur de ce livre Guérilla. C'est publié chez Ring. Alors Laurent Oberton, on le suit depuis quelques années. Et moi, je me rappelle toujours le premier, d'ailleurs, de la France Orange Mécanique, où vous avez fait un travail de journaliste. Vous avez fait un travail que, effectivement, il faut le dire, les journaux, les revues, les magazines n'ont pas fait. Vous avez recensé ce qui se passe du point de vue incivilité ou crime ou violence de toutes sortes. Et vous en avez fait un livre parce que vous ne vous êtes pas contenté de recenser. Vous avez effectivement théorisé ce qui est en train de se passer et comment votre feuille de papier est devenue une feuille de température qui montre une fièvre extrêmement forte. Et ensuite, il y a eu La France interdite, il y a eu beaucoup de livres. À chaque fois, vous avez effectivement touché un très large public, Laurent Oberton, parce que vous parlez des faits qui fâchent, vous parlez des choses qui fâchent. Et là, vous êtes passé à autre chose, vous êtes passé à guérilla. Il y a eu déjà le premier tome qui est paru, qui a fait 120 000 exemplaires. Et vous montrez, voilà, mais la France, ça y est, maintenant ça a basculé, une France, évidemment, une politique fiction, mais on se demande si c'est encore une politique fiction ou simplement une prémonition. On espère que ce ne sera pas. Mais on vient de recevoir sortir le guérilla, Le Temps des barbares, qui est donc le numéro 2, et où alors vous y allez à fond. D'ailleurs, la couverture est déjà très forte, effectivement. La Tour Eiffel, un hélicoptère, les flammes partout dans Paris, etc. Est-ce que cette vision presque, il faut le dire, apocalyptique, il y a un califat en Seine-Saint-Denis, il y a des gens qui se battent sur le plateau des Glières, en plus il y a toutes les références à l'occupation et la résistance. En fait, Laurent Berton, je vous demandais, pour vous, l'idée c'est quoi ? On va, en tout cas, on risque d'aller vers une France occupée par l'islamisme radical et des gens qui se révoltent. C'est ça ou c'est la guerre civile ? Alors, c'est même pas ni ça, ni la guerre civile. Je dirais plutôt que c'est vraiment la guerre de tous contre tous. Parce que les clans existent, mais ils sont multiples, ils ont à peu près toutes les formes. Il y a des guerres intestines, c'est pas la France, on va dire, traditionnelle contre la France des banlieues et la France de l'islam. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des guerres au sein même des cités, entre villages. En gros, à partir du moment où la société, l'État, la police, donc les structures qui tiennent encore cette sorte d'illusion qui est devenue la société, quand tout ça va s'effondrer, on va se retrouver avec cette situation où chacun va être livré à lui-même. Et là, on va se rendre compte que les notions de confiance, les notions de solidarité sont tout à fait virtuelles et elles ne tiennent plus que par des discours aujourd'hui. Mais alors, Laurent Berton, quand vous dites « va s'effondrer », vous pensez vraiment que ça va s'effondrer ? Sa société va s'effondrer ? Soyons clairs. Alors, comme vous l'avez dit, j'étais jusqu'à maintenant dans la recension, c'est-à-dire dans l'observation de faits qui se sont produits. Aujourd'hui, mes lecteurs m'ont demandé systématiquement, ça c'est très bien, mais on voit bien le problème, mais que va-t-il advenir maintenant ? Que va-t-il se passer dans les jours qui viennent ? Quand est-ce que ça va péter, pour le dire clairement. Ouais. Donc là, c'est un travail d'anticipation, mais il s'appuie sur les mêmes constats, en fait. C'est-à-dire qu'on le voit très bien aujourd'hui dans l'actualité, en particulièrement ces dernières semaines. Avec la préfecture de police, voilà, à partir du moment où vous avez des individus, des terroristes islamistes qui sont infiltrés dans les plus hauts niveaux du renseignement, qui sont habilités secret défense et qu'on n'ose pas dénoncer, et que vous avez dans les banlieues des manifestations de soutien spontané à ces individus-là, que les policiers qui vivent l'enfer au quotidien n'osent plus dénoncer d'ailleurs leurs collègues radicalisés, n'osent plus aller dans ces quartiers sensibles. 53 suicides depuis janvier. Bien sûr, parce qu'ils font face aussi à la pression sociale que rien ne semble devoir apaiser. Tous les éléments du drame en fait sont en place. On le voit très bien. Les effectifs policiers sont à bout, ils sont pas assez nombreux et on sait très bien que la France est devenue un bidon d'essence. En gros, il manque l'étincelle. Et l'étincelle, dans mon roman, c'est une descente dans une cité sensible qui se passe très mal. Un policier sort son arme et tire, ça fait des morts, les émeutes, le fait terroriste par-dessus et vous avez évidemment, après voilà, le pays va exploser par ses multiples fractions. Est-ce que vous allez jusqu'à dire, d'ailleurs jusqu'à dire, c'était un certain président de la République qui s'appelait François Hollande qui avait parlé de partition.
Et il l'avait dit d'ailleurs à David et l'homme. Est-ce que, et dans votre livre quand même, quand vous dites la guerre de tous contre tous, oui, c'est-à-dire que vous avez l'impression que le tissu aujourd'hui qui tient est extrêmement fragile et est à la merci, pour employer une autre image, d'un coup de canif un peu fort. Et en fait, comment dirais-je, est-ce que vous faites ça parce que en lisant votre livre, qui se lit, et c'est un thriller, c'est un roman, donc sauf qu'on se dit, c'est un roman qui peut être vrai, donc c'est pas très 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 réjouissant. Est-ce que vous faites ça, vous faites un livre, vous êtes écrivain, vous faites ça, mais est-ce que vous pensez que ça peut être, on peut prévenir, ou en tout cas c'est inéluctable? Vous, personnellement, Laurent Berthon? Je pense qu'on peut encore prévenir les choses, mais le problème, c'est que là, clairement, on est encore une fois dans la communication. Vous avez entendu le discours du président de la République. Il faut combattre, toute la nation doit s'unir pour combattre l'hydre islamique. Et face à ça, vous apprenez que l'imam de Gonesse, qui était sous le coup d'un avis d'expulsion, ne l'a pas été parce qu'il s'est marié et qu'il a eu un enfant. Donc souhaitons-lui tout le bonheur possible. Ouais. Mais on voit encore une fois qu'on est dans la posture, on est dans la communication et on ne sait plus être dans l'action aujourd'hui. Les politiciens ne sont plus formés à agir, ils sont formés à communiquer. Et le problème, c'est que le réel nous rattrape à grands pas et j'ai peur que le temps que la politique s'habitue à redevenir ce qu'elle a été, c'est-à-dire agir, simplement l'action. La volonté, l'action, le courage. Il sera trop tard pour le faire. Oui. Et alors justement, en fait, quand vous dites que vos lecteurs vous ont demandé, vous ont dit, écoutez, oui, dites-nous ce qui va se passer. Est-ce que c'est pour répondre à cette demande-là, ou pour vous dire quand même, parce que c'est totalement un autre exercice, vous avez raison. Vous avez fait d'abord un exercice de journaliste-écrivain, là vous faites un exercice d'écrivain de fiction. En tout cas, pour le moment, et espérons-le, ça restera une fiction. Mais comment vous travaillez? Vous dites, on est parti, vous le dites d'ailleurs au début du bouquin, à partir de renseignements, comment vous travaillez, Laurent Berthon? Alors, effectivement, depuis la France Orange Mécanique, donc j'ai rencontré énormément de policiers et de magistrats, d'individus assez bien placés dans le renseignement. J'ai un réseau assez bien constitué, à l'état-major aussi. Et évidemment, ces gens-là... Dans l'armée, vous voulez dire? Voilà. D'accord. Dans l'armée, là où on ne peut pas communiquer, justement. On n'a pas le droit de le faire. Oui, la grande muette. Et évidemment, ces gens-là sont peut-être muets, mais ils chuchotent beaucoup. Ils s'expriment par le langage des signes. Et moi, j'ai appris à parler ce langage et à le retranscrire dans mes livres. Donc, j'ai beaucoup d'informations qui viennent du renseignement et donc qui me livrent les scénarios possibles, probables, éventuels. Tous s'accordent à dire que l'élément déclencheur ne peut pas être évidemment connu. Il peut être multiple, il peut être économique, social, policier, comme je l'ai dit. Mais tous s'accordent à dire que la probabilité de ce chaos est de plus en plus importante. C'est plus une lointaine possibilité, c'est une probabilité de plus en plus élevée. C'est ce qu'ils vous disent. C'est absolument ce qu'ils me disent. Et alors, évidemment, on ne peut pas savoir si ça aura lieu dans 5 ans, dans 10 ans. Gérard Collomb lui-même, qui a été aux affaires et donc qui a été très bien informé de cette situation, l'a dit lui-même. L'ancien ministre de l'Intérieur. Bien sûr, il nous a dit d'ici 5 à 6 ans, la situation sera irréversible. Gérard Collomb l'a dit. Irréversible. Irréversible, ouais. C'est ce que disent vos interlocuteurs? Absolument. Est-ce qu'ils parlent du seuil d'irréversibilité à un moment donné? Absolument, que cette situation, vraiment, pour eux, est extrêmement préoccupante. Et imaginez, mettez-vous à leur place, ils ont des yeux, ils voient les dysfonctionnements qui sont énormes, beaucoup plus importants que ceux qu'on a bien voulu nous concéder, d'une vingtaine ou d'une trentaine de policiers qui seraient suivis pour radicalisation. Vous dites qu'il y en a beaucoup, enfin, ils disent qu'il y en a beaucoup plus. Bien sûr, et à chaque fois qu'un policier va le dénoncer, il sera fait pression contre lui, parce qu'évidemment, la terreur de l'administration policière, c'est qu'on l'accuse d'islamophobie, de discrimination, etc. Donc on est complètement, la société qui voit est complètement tenue et tétanisée par cette pression morale qu'on fait peser sur elle. Il ne faut pas dénoncer, il vaut mieux quelques incidents qu'un amalgame. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression, ça, on le sait depuis des années, mais on a l'impression, mais même j'avais moi-même l'impression, que les langues se déliaient et que cette pression avait diminué. Apparemment, ce que vous me dites, non, elle n'a pas diminué. Je pense qu'au contraire, elle se renforce. Plus la situation va devenir critique et plus il y aura des soupapes comme ça, plus il y aura des libertés prises par certains pour dénoncer les choses, plus on va s'acharner sur eux, les dénoncer et essayer de les isoler, de les condamner à une forme de mort sociale. On l'a vu assez récemment dans le cas d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que l'opinion aujourd'hui qui est divergente, elle est condamnée, elle est blasphématoire et on utilise tous les moyens pour la faire taire. Et ça va jusqu'aux firmes
les publicités retirées. C'est quand même hallucinant, on n'avait jamais vu ça. C'est à tous les échelons de la société, on va trouver des moyens de pression. Mais alors, Laurent Oberton, vous parlez dans votre livre, encore une fois, Guérilla, je dis, moi, je vais dire, c'est un livre vraiment. Ne lisez pas de livre policier, ne lisez pas de livre d'aventure, allez lire cela, parce que on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on a l'impression, vous savez, ce que vous avez fait, c'est un miroir qui réfléchit, mais de façon explosive, quoi, une explosion de miroir. Sauf que on se dit, mais au fond, est-ce que on aura le courage? Est-ce que c'est le courage qui manque le plus? Vous savez, c'était travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins, disait La Fontaine. Mais là, on a l'impression que c'est le courage, la volonté qui manque le plus, la lucidité. Quand vous parlez aux gens, effectivement, ils vous disent des choses comme ça. Enfin, vous allez très loin, mais apparemment, vous avez eu des témoignages. Mais c'est le courage qui manque, parce que est-ce que on va se retrouver dans une France occupée, je ne dis pas occupée par tel ou tel, une France morcelée, déchirée, occupée par le chaos, ou en tout cas par des factions qui seront, je dirais, dominer leur territoire, mais est-ce qu'il y aura de la résistance, et comment ? Alors, l'état d'esprit général aujourd'hui, même chez les individus lucides par rapport à la situation, c'est faisons le dos rond, attendons, ne prenons pas de risques inutiles. On a encore beaucoup de choses à perdre dans cette société. On a un travail, on a une carrière, des amis, une famille, un statut social, tant de choses à défendre qui ne méritent pas qu'on s'expose. Et donc, ces individus vont essayer de se rebeller par procuration. C'est-à-dire, le discours général, c'est l'homme providentiel. Quelqu'un va arriver, va nous sauver. Il va descendre d'un cheval blanc, il va incarner, De Gaulle, le nouveau, voilà, etc. Il va incarner l'état fort que nous attendons, la reprise en main des choses, et tout va s'arranger. Mais c'est encore un moyen de nous défausser finalement de nos responsabilités. C'est-à-dire que l'individu va encore une fois regarder ailleurs, se disant il y a du monde, on est beaucoup à voir ça, et vous savez, l'effet de témoin, plus il y a un individu qui voit quelque chose, moins ils vont agir. Et ben, c'est exactement ce qui se passe, j'ai l'impression. C'est-à-dire, on est un royaume de spectateurs et de commentateurs. Exactement. Ouais. Et personne, alors tout le monde déplore la situation, tout le monde dit ô combien elle est grave, mais finalement, les gens font très peu pour agir contre cette situation. Et alors, question Laurent Oberton, parce que vous êtes bien placé, et vous l'avez dit vous-même par vos réseaux, etc. Est-ce qu'il y a quand même chez vos interlocuteurs des poches de volonté, du courage de faire quelque chose quand le moment sera venu? Alors, bien sûr, il y a de la volonté, mais la grande question est toujours la même, c'est que fait-on ? Et ça, on me le dit très souvent, comment avoir un impact décisif sur la mentalité générale de la société ? Le meilleur moyen, c'est d'avoir accès à la puissance de feu des grands médias. Et aujourd'hui, quand vous n'êtes pas aligné moralement avec ces grands médias, on l'a dit avec le cas de Zemmour, c'est de plus en plus difficile d'y exister, d'y avoir accès. Et là, on a un problème majeur en France qui n'est pas celui de la liberté d'expression, tout le monde peut parler, mais celui de l'équité d'expression. Parce que si vous êtes tout seul dans votre salon, vous pouvez crier, personne ne vous entend. En revanche, si vous êtes invité sur les grands plateaux de télévisés et ceux qui pensent différemment de ce que j'ai appelé la secte des yeux ouverts, ils sont en permanence tous les jours et martèlent l'opinion de leur slogan tout à fait progressiste, et le vivre ensemble est une chance et tout va bien se passer, n'écoutez pas les prophètes de mauvais augure. Évidemment, il n'y a pas match. Le match est plié d'avance. Oui, c'est-à-dire qu'il a la majorité absolue, et la majorité bavarde, pas la majorité silencieuse, et c'est une sorte s'exprime. Exactement. Et de temps en temps, on invite des gens qui ont des opinions hétérodoxes, mais voilà. C'est un joli moyen d'étouffer la démocratie. Oui. Et en fait, Laurent Oberton, c'est intéressant parce que hors micro, vous m'avez dit que vous allez faire un 3e tome. Et pourquoi vous avez envie de continuer dans cette veine? Parce que vous pourrez repasser à vos recensions ou à vos enquêtes. Disons que la partie n'est pas encore jouée à la fin de ce tome 2, c'est-à-dire qu'il y a l'État n'est pas rétabli dans son autorité, absolument rien n'est réglé, la situation reste très précaire. Donc j'ai voulu aller au bout des choses et imaginer jusqu'où pourrait aller notre destin si une situation comme ça venait à devenir. Est-ce qu'on saura redevenir des individus responsables, c'est-à-dire prêts à affronter avec courage les risques que procure la liberté? Rendez-vous au tome 3, on verra si Laurent Oberton est quand même optimiste ou pas.